Vue du ciel, Lausanne semble paisible. Et c'est tant mieux pour ses habitants et ses hôtes. Cependant, ce calme est troublé chaque année par les centaines d'incendies, d'inondations, d'accidents, de pollutions qui s'y produisent. La menace est imperceptible, souvent imprévisible, et personne n'est à l'abri du danger. C'est pourquoi des hommes et des femmes sont là pour veiller sur votre sécurité, jour et nuit, tout au long de l'année. Le feu a toujours constitué pour les populations citadines une calamité des plus terrifiantes, et de tout temps, on a dû lutter contre ce fléau. À Lausanne, deux endroits ont longtemps symbolisé ce perpétuel combat: le beffroi de la cathédrale et l'hôtel de ville de la Palue. Dès la fin du XVe siècle, l'hôtel de ville servit de dépôt au matériel de lutte contre le feu. Du Moyen Âge au début du XXe siècle, le beffroi de la cathédrale permit la surveillance et l'annonce des incendies survenant en ville et dans la campagne environnante. Avant le XVIIe siècle, les moyens de lutte contre le feu étaient dérisoires. L'eau puisée dans les fontaines, le flon et la louve était transportée à bras d'hommes au moyen de seaux. Dès le XVIIIe siècle, les premiers moyens techniques de lutte contre le feu apparaissent, puis se généralisent, avec les pompes à incendie. En 1882, la municipalité de Lausanne organise un bataillon de sapeurs-pompiers et en 1907, suite à la croissance considérable de la population et des constructions, elle est amenée à créer un poste permanent de premiers secours. Jusqu'alors, les policiers combattaient le feu avec des engins à disposition dans chaque poste. Après cette date, des hommes choisis dans les effectifs de la police assurent un service continu. En 1913, un premier véhicule de lutte contre le feu est livré et en 1919, une vingtaine d'hommes assurent une permanence 24 heures sur 24. En 1943, les agents de police cessent de faire partie du poste permanent qui est dorénavant desservi exclusivement par des pompiers professionnels. En 1953, la construction d'une caserne à la rue de la Vigie offre aux pompiers professionnels un outil de travail plus adapté et mieux situé géographiquement. Elle fait du service du feu un instrument beaucoup plus efficace, dont les sorties à l'origine limitées à la lutte contre le feu s'étendent désormais à toutes sortes d'autres sinistres. En 1900, les interventions n'excédaient guère la dizaine par année. Aujourd'hui, elles approchent les 2700. Ok, donc là c'est la partie où nous vivons en dehors des heures de bureau, on dira. C'est-à-dire que vu que l'horaire on débute à 7 h le matin, de 7 h à 17 h on a des activités dans les différents ateliers qu'on va voir après. Et puis en dehors de ces heures, puisqu'on fait 24 heures, on est soit au MES ici pour regarder prochainement l'Euro notamment. Et puis en cas d'alarme, la lumière va s'allumer et puis on va avoir la sonnerie et puis on va partir immédiatement. On compte un délai d'1 minute et demie pour être prêt, changé en bas depuis le réveil. Voilà donc la salle de gym, un peu vétuste mais qui nous est bien utile puisque chaque matin quand on débute notre service à 7 h, on fait 1 heure de gym. Donc soit du sport d'équipe dans cette salle, soit des exercices de musculation. Pour nous, c'est très bien parce que justement, possibilité d'être bien réveillé à chaque départ de tournus et puis de commencer nos 24 heures en étant fit, je dirais, et puis apte à intervenir correctement. Ce qu'on appelle l'annexe, toute la partie de la caserne qui est ici, où se trouvent les locaux techniques, on dira, où chacun peut exercer sa spécialisation toujours pour le service. C'est-à-dire que, par exemple, l'entretien des véhicules, lavage des véhicules pour les services, etc., l'agencement des véhicules, une partie va se réaliser dans ces locaux. Voilà, donc l'atelier menuiserie, c'est du personnel donc, qui va travailler là
spécifiquement pour les agencements, donc tout ce qui concerne la caserne, et puis éventuellement de certains véhicules ou certains locaux qui nous sont, dont on possède. Toujours dans l'annexe, comme on a parlé avant, ici l'atelier mécanique où ils préparent les services des véhicules. Tous les véhicules sont entretenus puisque c'est important puisqu'on a un énorme parc véhicule. Et tout se fait dans cette partie-là. Combien vous avez à peu près de véhicules? Alors, je pense des véhicules tracteurs, on n'est pas loin de la 80-90 véhicules tracteurs. Là pour ce veillant, il s'agit d'un feu de cendrier RS. Ça c'est une alarme tonne-pompe. Des portes de pompe, déclenchement automatique, Suisse comme Elsa, Sébeillon, Lausanne. Là donc l'alarme, ce qu'on vient d'entendre vient de partir de la centrale. Il y a 4 personnes qui se sont équipées. 4 personnes qui se sont équipées et qui vont partir avec ce véhicule qui est juste ici en dessous. Voilà, alors on est ici donc dans la centrale d'alarme, où on vient de voir un départ d'alarme justement. Et puis donc, comme je vous ai dit avant, elle est desservie maintenant par du personnel de section. Donc ce sont des personnes qui vont faire ici 12 heures toute la journée, qui seront relayées à 19 heures pour qu'une autre paire de centralistes qui va faire de nouveau 12 heures. Alors ces personnes-là sont de section et sont des personnes qui interviennent lorsqu'ils font leur tournus d'intervention. Lorsqu'il y a un appel, donc un appel 118 j'imagine, eh bien, ça va aller à la centrale cantonale qui se trouve à Puyi. Et puis c'est là qu'ils vont traiter, où ils traitent tout le canton, et qu'ils vont informer, si ça concerne les pompiers professionnels de Lausanne, ils vont informer on envoie une fiche informatique. Et puis alors, à ce moment-là, ce sera ces personnes ici à traiter par rapport à l'adresse, au cas, et d'envoyer les moyens adéquats. Si vous êtes appelé justement hors Lausanne, parce qu'il y a un gros feu, que vous avez vous, les camions qui sont en fonction de ce feu, tout à fait. S'il se passe quelque chose d'autre à l'opposé, comment ça va se passer? Alors de toute façon, la section est prévue pour envoyer qu'une partie de ses moyens en hommes en renfort. Si de toute façon ça devait prendre des proportions plus grandes, on va réalarmer des gens qui sont à la maison. C'est-à-dire ou des pompiers professionnels ou des volontaires? Voilà, des volontaires pour appuyer, mais première intervention, ce sera des professionnels qu'on va alarmer chez eux. Justement, revenons par rapport combien de pompiers professionnels travaillent ici à Lausanne? Alors on peut compter en tout, je dirais une petite centaine d'intervenants avec les officiers. Et de volontaires? Les volontaires, ils ont diminué puisqu'il y a une spécialisation des volontaires. Ils étaient plus de 300 il y a quelques années. Et maintenant, c'est une tendance à diminuer. Maintenant, je ne sais pas le chiffre exact. Ils sont en train de diminuer de façon à spécialiser les gens, que ça soit plus précis dans les renforts. Complètement au feu. Montréal sur place à une habitation complètement au feu.
Don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Donc, concernant les équipements, à savoir qu'on a plusieurs types d'équipements. On a l'équipement de base, si on veut, des pare-feux, des incarcérations, qui est ici. Et puis, on peut avoir également d'autres équipements, notamment les tenues lourdes chimiques, où on a une autonomie respiratoire et puis contre les éventuels produits, projections de produits, ainsi que des atmosphères pas saines. En parlant de cet uniforme, c'est contre le feu, des incarcérations. Jusqu'à quel degré, disons, il supporte l'uniforme? Voilà, question fréquente. Or, jusqu'à quel degré, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ça va tenir bien au-delà de la résistance humaine. Et puis, de toute façon, on s'imagine que des centaines de degrés, on pourrait les affronter, si on regarde notamment les films américains, par exemple, pour ne pas les citer. Cependant, nous, on sait que si on s'approche déjà d'une température de 100 degrés, si on arrive déjà à approcher cette température, on se retire aussitôt. Donc c'est déjà insupportable pour le corps humain, même à l'intérieur d'un équipement comme ça. Alors c'est clair que l'équipement pourrait tenir bien au-delà, puisque ces équipements subissent des tests, où ils les mettent sur un mannequin à des températures au-delà de 800 degrés, et qui résistent pendant un certain temps à ces températures. Mais en pratique, bien évidemment, nous, on ne va pas tenir autant que ça. Donc cet équipement il est composé donc maintenant de bottes ainsi que d'un pantalon complet, résistance notamment au feu, résistance aux coupures, puisqu'en désincarcération on est souvent confronté à des coupures, que ce soit des tôles coupées, nos instruments même de découpe, etc. Et puis d'une veste également résistante, qui offre des possibilités de sauvetage personnel, c'est-à-dire qu'on n'a plus les fameuses ceintures des pompiers comme il y avait il y a quelques années. On a incorporé à la veste un harnais avec mousqueton qui nous permet de nous assurer lorsqu'on est en situation périlleuse et puis qui nous permettrait de nous sauver nous-mêmes par rapport à effectuer une descente en façade ou comme ça. Donc directement incorporé dans la veste. Ce qu'on trouve d'autre également, c'est bien entendu des gants de travail, puisque ces gants-là sont pour faire du travail justement technique, des incarcérations. Des gants de feu seront à disposition dans le véhicule. Et puis également, très important, un système radio, puisqu'on a chacun une radio maintenant, pour nos communications en intervention et puis qui sont reliées, que l'on relie directement au casque de façon à pouvoir avoir une bonne communication puisque le gros problème en intervention c'est le bruit ambiant, puisque ça fait beaucoup de bruit, que ce soit les machines qui tournent, les gens qui éventuellement paniquent, etc. Alors le casque avec éclairage, possibilité d'éclairage, pardon. Et puis notamment possibilité de se protéger le visage contre tout ce qui est rayonnement thermique, bien entendu. Et puis en désincarcération également tout ce qui est, j'arrive à le choper, voilà, projection de verre, etc., de débris. C'est évident que l'intervenant se protège de toute façon un maximum afin de garantir sa sécurité, puisqu'on ne doit pas mettre en danger des personnes pour sauver d'autres personnes déjà en situation difficile. Là, on est dans le local où il y a tous les camions. Quel type en fait, de véhicule vous utilisez couramment? Alors, le plus couramment, ça va être ce véhicule qu'on a là, comme par hasard. C'est donc ce qu'on appelle le tonne-pompe. Donc, c'est un véhicule qui est équipé de, bien entendu, tout le matériel protection respiratoire pour du feu, qui est équipé d'une réserve d'eau. Combien de litres? Donc 2000 litres pour celle-là, 2500 litres pour celle-là, pardon. Et puis, c'est ce qui est important, c'est pour nous d'avoir déjà une réserve d'eau à disposition pour la première intervention, pour être efficace tout de suite. Justement, je rebondis là-dessus. Si vous êtes, pour
pour quel style d'intervention cette citerne pourrait suffire? Alors elle va suffire avec une bonne technique d'extinction, elle va largement suffire pour un feu d'appartement par exemple. Et puis si tout d'un coup vous veniez à ne plus avoir d'eau dans la citerne et encore en avoir besoin, comment ça se passerait? Alors de toute façon, donc j'ai dit que c'était une première intervention, de toute façon les collègues qui arrivent avec, dans le cas d'un feu comme ça, les collègues qui sont aux autres véhicules vont tout de suite réalimenter cette citerne à l'aide des prises d'eau qu'on a dans tous les quartiers, donc en zone urbaine c'est un gros avantage. C'est qu'on est réalimenté tout de suite en eau et on a tout de suite la réalimentation avant d'avoir vidé la citerne. Donc elle ne pourrait pas être vide complètement? Non. Donc ces pompes qu'on voit régulièrement au bord de la route servent à réalimenter le camion, voilà. Mais aussi à aider les pompiers qui seraient sur place à s'alimenter directement dessus? Voilà, non, alors par principe les bornes hydrantes, comme vous dites, elles vont alimenter une citerne, puisque après cette citerne on a une machinerie qui va nous permettre de mettre en pression cette eau. Pour être efficace. En prenant direct aux bornes hydrantes, on ne serait pas efficace, donc c'est un principe qu'on n'utilise pas. Pour faire vraiment pompier professionnel, il faut avoir cette vocation, cette envie de dialogue avec des gens, puis surtout, bien entendu, d'aider les gens. C'est le principal. Et puis c'est ce qu'on est amené à faire fréquemment, donc c'est vraiment une super satisfaction, en tout cas pour moi, et sûrement pour mes collègues. Puis depuis combien de temps vous êtes pompier? Alors ça fait 17 ans. Est-ce que les interventions sont plus pénibles la nuit que le jour? Non, le réveil est plus pénible la nuit forcément, puisqu'on est censé se reposer entre les alarmes. Et puis bien sûr biologiquement on est réglé comme tout le monde, donc ça va être plus pénible. Mais l'intervention elle-même est totalement différente au niveau de l'environnement, puisque les sons ne sont pas les mêmes, on va avoir une autre perception. Mais non. Alors pour devenir pompier, il faut avoir ce que j'ai dit, il faut avoir une grosse envie, avoir la vocation, avoir une forme physique quand même acceptable, puisqu'il y a des tests physiques qui sont effectués au recrutement. Et puis, pour être pompier professionnel, il faut actuellement avoir un certificat fédéral de capacité, avoir une certaine expérience, puisque par exemple cette année il y a une école qui vient, ils sont engagés entre 24 et 26 ans d'âge, donc une certaine maturité, et puis réussir les tests d'engagement. Okay. Et puis comment arrive-t-on à gérer sa vie professionnelle et privée? Parce que c'est pas facile vu que vous faites des tournus, vous êtes là 24 heures, est-ce que c'est pas un moment qui est difficile? Alors on dit que c'est pas facile, mais en fait avec les tournus de 24 heures, ce qui est pour nous des bons tournus, puisqu'on respecte notre rythme. Et puis, par rapport, si on compare à des gens qui sont chaque jour de la semaine absents, par exemple, de la maison, avec des enfants comme ça, nous, on a la possibilité d'être avec eux, présents, durant la semaine. Et puis, gros avantage par rapport à certains horaires, justement, on a congé quand les autres travaillent, ce qui n'est pas négligeable certaines fois. Alors, elles sont plusieurs, c'est-à-dire que ça peut être des alarmes techniques. Ce qu'on appelle alarme technique, c'est tout ce qui est problème d'inondation chez des particuliers. On a aussi beaucoup d'interventions sur des ascenseurs qui tombent en panne, par exemple, avec des personnes à l'intérieur. Et puis, un grand nombre d'alarmes automatiques, qui sont donc ces détecteurs qu'on trouve dans certains établissements, qui sont reliés à la centrale. Et puis, où là, je pense que c'est une grande proportion d'alarmes pour cela. Ça fait une sorte de prévention en fait. C'est pas forcément l'intervention grande ampleur, spectaculaire qu'on voit sur les journaux, comme un carambolage dernièrement qui a été très médiatisé. C'est pas forcément les plus difficiles psychiquement, ça peut être une toute simple intervention si c'est une personne âgée ou avec une personne de jeune âge par exemple, où là psychiquement ça va être plus difficile. Donc c'est dur à déterminer un type d'intervention plus difficile, ça peut varier en fonction des conditions. La plus longue intervention peut durer plusieurs jours, puisque par exemple le fameux chimique qu'il y a eu à la gare en 1994, on est resté une bonne semaine sur place. Comment ça se passe justement? Est-ce que vous restez, je pense que vous avez un certain nombre d'heures où vous êtes efficace. Comment ça se fait en fait quand tout le monde est mis à la garde et vous restez sur place et vous reliez en fait? Alors là, il y a toute une gestion qui se fait en fonction de l'effectif
des gens sur place et puis de la mission à effectuer. Alors c'est clair que pour prendre cet exemple-là, on a été jusqu'à un certain stade où tout le monde s'est trouvé physiquement très éprouvé. Et puis on a dû à ce moment-là faire des relais, organiser aussi des repas, de façon à ce que les gens récupèrent, qu'ils soient correctement alimentés en fonction de l'effort, comme des sportifs de haut niveau. Et puis là, c'est justement l'état-major de gérer tout cela. Personnellement, je me souviens d'être intervenu souvent, fréquemment, donc à la Bourdonnette il y a quelques années. Puis on a remarqué que depuis, ça fait maintenant 4-5 ans, largement, on intervient beaucoup moins souvent. Donc tout ça pour rassurer les habitants de la Bourdonnette. Alors tout à fait, alors on intervient même moins qu'ailleurs actuellement. C'était vraiment, c'était quand même un petit point chaud pendant une période, mais là, on a constaté heureusement une nette évolution. Vu la conjoncture du quartier, est-ce que vous pensez que par rapport à d'autres quartiers, ce côté accessibilité, c'est plus difficile pour vous d'intervenir? Non. On a remarqué, justement au cours de nos interventions, on a fait quand même certains feux importants. On a remarqué qu'on avait accessibilité, les chemins d'accès ont été même améliorés, et puis qu'on n'avait aucun problème à ce niveau-là. Et puis, juste pour conclure pour la Bourdonnette, quelles sont les interventions les plus courantes que vous avez dû effectuer dans notre quartier? Alors, on a eu certaines séries, notamment de feux dans les caves, dans les sous-sols, qui sont des feux quand même importants pour nous. C'est dans les plus dangereux. Et puis, certains feux d'appartements, mais au même titre que partout en ville. Et puis, actuellement, on intervient quelquefois pour des interventions techniques, comme j'ai dit, soit des ascenseurs bloqués ou bien alors inondations. Ça dépend de l'atmosphère dans laquelle vous allez vous trouver. Donc, il y a un feu qui va se déclarer dans votre immeuble. Le gros problème, ce n'est pas le feu lui-même, puisqu'il est localisé pour l'instant. Le problème, c'est les fumées qui vont se propager. Et puis, c'est ça, bien sûr, qui est le gros danger pour toutes les personnes. Donc si vous vous trouvez dans votre appartement et que l'atmosphère est saine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester dans votre appartement. Même s'il y a un feu dans le locatif, de toute façon, nous, on va arriver. La première chose qu'on fait, on va inspecter les appartements pour évacuer les gens avant de s'attaquer au feu. Donc si l'atmosphère est saine, ouvrir les fenêtres pour maintenir l'aération. Bien évidemment, s'il n'y a pas de la fumée qui vient de l'extérieur. Et puis calfeutrer la porte d'entrée de façon à ce que les fumées qui se trouveraient dans la cage d'escalier ne pénètrent pas à l'intérieur de votre appartement. Et comment on pourrait calfeutrer justement la porte d'entrée? Alors, gros avantage, les portes sont déjà bien étanches, donc s'il n'y a plus ces problèmes, mais pour des vieilles portes comme ça, des linges mouillés autour. Et puis, le danger justement dans ce cas-là serait d'ouvrir la porte de votre appartement et puis de devoir traverser une zone en fumée, en ne sachant pas jusqu'où elle va et tout, donc il faut éviter de traverser une zone en fumée. Nous, on va arriver de toute façon. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc les gestes indispensables seraient de rester dans l'appartement du moment de la possibilité, de calfeutrer sa porte d'entrée et d'aérer le maximum du moment qu'il n'y ait pas de si l'atmosphère est saine. Si le feu provient de votre appartement, par contre, les fumées vont être dans cet appartement. Alors le but sera le contraire, ce sera d'évacuer l'appartement et puis de le calfeutrer de l'extérieur de façon à ce que les fumées ne se propagent pas dans le reste du bâtiment. On a constaté une amélioration grâce à ça. Maintenant, il y a toujours quand même cette problématique, mais qui, avec le temps, va s'améliorer puisque les gens se retransmettent ça. Mais le fait de diffuser ça sur Internet a eu un effet tout à fait positif et puis donner une image un peu différente des pompiers qui était sympa, je trouve. Si t'as un problème d'électricité, appelle le service concerné. Si t'as paumé tes putains de clés, appelle le serrurier. Si tes toilettes sont bouchées, appelle donc le plombier. Et pour les animaux de moins de 10 kilos, fais surtout pas ce numéro. Le 118, si ça crame dans ta guérite. 118, c'est le numéro qu'il faut faire vite. Le 118, le chiffre à retenir. 118, à faire quand tu crains le pire. Le 118, t'es capable de t'en rappeler. Le 118, faut te faire tatouer. Le 118, au cas où tu flippes. 118, inscris-le dans ton slip. Et c'est déjà quoi
quoi le nouveau numéro du 111? J'en sais rien, je suis en train de couler un bronze. Man, toi, mon appart ressemble à un jacuzzi, alors putain, dis-moi, faut que j'appelle qui? Je crois que c'est en 3 lettres, un truc comme 117. Non, c'est les gendarmes, il peut rien faire, même si ça crame. Oh, me casse pas les il appelle le 144. Le 144, c'est au cas où tu te brises la patte. Bon, maître Capello, alors je fais quoi comme numéro? Facile, man, enlève tes fripes et regarde dans ton slip. Un jour, t'auras besoin de nous. Mais toutes nos lignes seront occupées. Et chez toi, ça continuera de cramer. Malgré l'annonce pompier urgence, les coups de fil pleuvent en abondance. Ta maison, elle, partira en fumée. Parce que t'arriveras pas à nous téléphoner. Et tout ça peut-être à cause de vous. Et man, 10 minutes de perdu, c'est un drame de plus dans la rue. Le 118, si ça crame dans ta guérite. 118, c'est le numéro qu'il faut faire vite. Le 118, le chiffre à retenir. 118, à faire quand tu crains le pire. Le 118, t'es capable de t'en rappeler. 118, faut te le faire tatouer. Le 118, au cas où tu flippes. 118, inscris-le dans ton slip. Le 118, si ça crame dans ta guérite. 118, c'est le numéro qu'il faut faire vite. Le 118, le chiffre à retenir. 118, à faire quand tu crains le pire. le 118, t'es capable de t'en rappeler. 118, faut te le faire tatouer. Le 118, au cas où tu flippes. 118, Inscris-le dans ton slip. Ouais, c'est ça, ouais.